Transition, c'est le podcast qui explore chaque mois le sujet de développement durable dans le voile de compétition, avec les meilleurs experts et expertes du secteur. Dans le podcast Transition, nous parlerons des évolutions, des innovations, des progrès, mais aussi du chemin qui reste à parcourir en matière de durabilité dans la voile. Transition est produit par l'EMOCA et animé par Imogen Dinham-Price et Pierre-Yves Letroux. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 8e épisode de Transition. Salut Imogen. Salut Pierre-Yves. Aujourd'hui, c'est un épisode un petit peu différent car on n'a qu'une seule invitée d'abord déjà. D'habitude, on en a deux, mais là, on n'en a qu'une seule. Et on est avec une invitée qui est connectée depuis son bateau au mouillage. Donc ça, c'est la première fois qu'on fait ça aussi. D'habitude, on fait plutôt ça depuis des bureaux. Et cette invitée, c'est Ariana Liconti. Bonjour Ariana. Bonjour à tous et à tous. Et Ariana, et on se disait juste avant que c'était un podcast très international puisqu'on a une anglaise, une italienne et un français. Donc bravo à toutes les deux pour vos efforts en français. Cette fois, c'est moi qui ne fais pas l'effort, mais merci à toutes les deux. Ariana est italienne, comme vous allez sans doute le reconnaître un tout petit peu à son très léger accent, écologiste marin. Elle est experte et médiatrice en sciences citoyennes océaniques et elle travaille actuellement sur The Ocean Race Europe, entre autres. Et avec elle, on va parler de l'océan et de ce qui se trouve juste au-dessus et juste en dessous de la surface de l'océan, qui finalement est notre terrain de jeu à nous, coureurs, et qu'on ne connaît pas forcément très très bien. Et comme d'habitude, c'est Imogen qui va faire une petite intro. À toi, Imogen. Merci Pierre-Yves. Donc, l'océan couvre 71% de notre planète. Et il peut atteindre des profondeurs d'environ 10 mètres. Il est essentiel à toute forme de vie et on pense bien connaître notre planète bleue. Mais les scientifiques affirment qu'on a découvert moins de 20%. Et de la même manière, on estime qu'il y a 2000 espèces présentes en Méditerranée. Par contre, les chercheurs continuent à ajouter chaque jour une nouvelle espèce à cette liste. En conclusion, on ne connaît pas si bien notre océan et on va continuer à essayer de comprendre et découvrir un petit peu plus notre océan aujourd'hui avec Ariana. Et Ariana, avant, toute première question toute simple, où est-ce que tu te trouves? Tu es au mouillage sur ton bateau. On a pu voir tout à l'heure nous, on a des petites images vidéo que ça a l'air d'être un bateau en bois assez confortable, mais est-ce que tu peux nous dire à quel endroit tu es au mouillage? Oui, sûrement, mais merci beaucoup pour l'introduction à toi, Pierre, et aussi à toi, Imogen. Les temps statistiques, c'était correct et j'ai hâte de continuer à raconter un peu qu'est-ce qu'il y a aussi dessus notre bateau, parce qu'on parle beaucoup de la voile, mais il n'y a pas de la voile s'il n'y a pas la mer. Donc, je suis contente de parler de la mer aujourd'hui. Et au moment, moi, je suis sur mon bateau qui s'appelle Bimba, ça veut dire bébé en italien. Et c'est mon maison. J'habite seulement ici sur ce bateau. Au moment où je suis au mouillage en Carloforte, qui c'est un petit île dans le sud-ouest de la Sardaigne. Et bon, ça c'est notre maison. Et moi, je travaille pour la mer, mais aussi je vis pour la mer. Et je vis sur la mer. Et donc, c'est vraiment ma vie dans tous les sens. Ok, j'espère que tu as de meilleures conditions que nous, parce que nous, on a un ciel de traîne après la énième dépression du mois de septembre. Je pense qu'en Sardaigne, à ton mouillage, il fait un petit peu meilleur que chez nous. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu justement quel est ton rôle sur The Ocean Race Europe, dont la dernière étape est arrivée, la dernière manche, pardon, est arrivée cette nuit avec une victoire Ouais. de Biotherm, une fois de plus, qui a gagné 4 des 5 étapes. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu as fait comme travail sur The Ocean Race Europe? Oui, oui, bien sûr. Donc, mon travail, c'est un peu, comme Imogen a dit, de médiateur des connexions. Et ma niche de recherche, c'est la science des citoyens, mais je travaille entre la communication et la conservation de l'océan. Donc, je travaille avec beaucoup des projets européens qui travaillent sur les données qu'on peut ramasser nous sommes en train de faire de la voile ou des autres activités et d'être sûr que toutes les données va où nous, comme scientifiques, peut l'utiliser pour tout notre rapport et à la fin aussi pour la policy, pour les politiques. Et pour l'Ocean Race, je travaille un peu plus sur la part de la communication et vraiment de la participation de toute la communauté parce que je travaille sur le summit
qui sont notre événement les plus grands sur l'océan. Donc, à chaque leg de l'Ocean Race, mais aussi pas pendant la course, et aussi autour de la course, on fait des événements avec de scientifiques, de voiliers, de policymakers et tous les gens qui peuvent prendre des décisions importantes pour la protection de l'océan. Donc, moi, je travaille sur les contenus de ça et je suis en train aussi de faire un peu de travail sur la communication scientifique de l'Ocean Race. Donc, trouver en ligne où on peut parler de tout ce qu'on fait pour la science en bord des IMOCA. Je sais que vous avez parlé de ça dans un autre épisode du podcast. Et moi, je essaye de trouver des communications pour parler de ça à toute la communauté de voiliers et pas de voiliers aussi. Très bien. Superbe. Et donc, comment tu es arrivé à cette poste, à ces rôles? Quel était un petit peu ton parcours? Mon parcours s'est commencé au sud de l'Italie, en Calabre. Moi, je suis de la Calabre qui c'est juste en face de la Sicile, c'est le dernier ville avant d'arriver en Sicile. Et là, j'ai décidé d'aller à étudier marine biology. Et moi, j'ai fait tous mes études dans les Royaumes-Unis. Au début, à Bangor, dans l'université du Wales. Et après, un Plymouth, qui c'est aussi la maison de la voile au large en Angleterre. Et bon, tout de suite, je me suis rendu compte que moi, j'aime bien les animaux de la mer, mais je pense que mon animal préféré, c'est l'homme, c'est l'humain, parce que j'aime bien de faire de la communication et j'ai appris que l'océan travaille seulement avec un écosystème. Donc, la connexion entre tous les animaux de la mer, et nous sommes aussi des animaux de la mer, c'est vraiment important. Et j'ai essayé de mettre toutes les choses que j'aime et toutes les choses que je suis bon à faire, comme la communication et de parler, et dans les mêmes boîtes. Et j'ai commencé à faire de la citizen science et j'ai commencé à étudier comme la citizen science. C'est une pratique exceptionnelle pour ramasser des données, mais aussi pour faire de l'éducation active. Et bon, j'ai fait vraiment beaucoup de différents travaux avec des NGO, des associations en Italie, mais pas seulement en Italie. Et à la fin, avec la voile qui s'est pris en part vraiment grande de ma vie, avec ma décision d'habiter aussi sur la mer et tout ça, l'Ocean Race, c'est un peu le cercle des clôtures de tout ça. Parce que moi, je peux travailler avec la voile, mais sur la mer. Et je peux faire de la communication et de la recherche dans les deux formes. Et bon, je pense que c'était un parcours seulement un peu étrange, mais naturel avec toutes les choses que j'aime. C'est vrai, tu as vraiment cette connexion avec l'océan et bien mélangée avec tout ce qui est l'humain et tout ça. Et est-ce que, en fait, on a écouté un tout petit peu, tu fais une TEDx à Gênes il y a quelques années et tu as parlé beaucoup de légendes en mer, les mystères et tout ça. Et ton parcours, ça te permet de vraiment découvrir un peu plus de l'océan et forcément comprendre un tout petit peu plus ces mystères qui existent toujours. Ou est-ce que tu es toujours en train de découvrir des mystères, par rapport à l'océan aujourd'hui? Mais toujours, le mystère de l'océan, c'est toujours là et c'est impossible de le découvrir tous. Mais on a vraiment la nécessité, comme tu as dit au début, de continuer à faire de la recherche parce que au début, nous, on connaît vraiment pas trop de l'océan, comme tu as dit. Mais la deuxième chose, c'est que l'océan, c'est en train de changer vraiment rapidement. Et donc, si on ramasse pas des données et des informations pour comprendre quelle est la maladie de l'océan au moment, on ne peut pas prendre des décisions pour curer sa maladie. Et donc, les travails qui nous on fait sur des voiliers et sur mon travail, c'est vraiment essentiel pour avoir des informations sur lesquelles on peut prendre des décisions. Et bon, je pense que si on parle du mystère de l'océan généralement, c'est la chose qui toujours
fait bouger notre esprit de voilier parce que on va vers le large parce qu'on veut comprendre un peu le large. Mais c'est impossible de comprendre tout le large. Et moi, j'aime trop les mots au large en français. Je pense que c'est incroyable. Je ne sais pas si c'est normal pour vous de l'écouter, mais les mots au large, c'est super parce que c'est vraiment au large dans tous les distances du mot, donc horizontale, verticale. Et, et aussi, quand tu vas au large, c'est vrai, tu vas au large, tu vas au dehors de toutes les choses qui sont normales et proches de toi. Et moi, je pense que c'est les mots les mots préférés de tous les langages français qui je connais pour le moment. Et je suis vraiment désolée pour mon français qui c'est pas parfait, mais j'essaye. Ouais, les mots au large, c'est le mot préféré. Ben, moi, je suis plus que d'accord avec toi parce que j'ai fait un petit peu de bateau avant de lancer Tip and Shaft et la société qui gérait mon projet de classe 40, elle s'appelle toujours Au Large. Donc, tu vois, t'es vraiment en plein dedans. On va revenir. Et deuxième point, ton français est parfait. En tout cas, il est largement compensé par ton enthousiasme. Merci. Je voudrais juste revenir un petit peu à The Ocean Race Europe et aux courses en général. Voilà, beaucoup de courses à la voile aujourd'hui ont cette dimension justement communication sur les enjeux océaniques, sur les enjeux de RSE, sur les enjeux de protection de l'océan. Toi qui travailles, tu fais beaucoup de ce que tu appelles en anglais la citizen science, qui est vraiment un terme où on peut mettre beaucoup de choses. Mais est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, une course à la voile, quelle qu'elle soit, et en particulier The Ocean Race Europe, puisque c'est celle dont on parle et qui s'est déroulée en Méditerranée, est-ce que tu penses que les courses aujourd'hui, c'est presque obligatoire pour elles d'embrasser cette fonction-là, c'est-à-dire d'être des supports de communication, d'information, de sensibilisation aux enjeux océaniques? Parce que elles le font toutes, pas forcément au même niveau, mais est-ce que tu penses que c'est vraiment obligatoire aujourd'hui pour une course de faire ça? Moi, je pense tellement oui, oui, c'est obligatoire parce qu'on ne peut pas continuer à faire de la voile et de prendre toute la joie qu'on prend de l'océan sans de donner quelque autre chose en retour à l'océan. Et de faire de la communication et de la citizen science qui sont des choses vraiment différentes parce que si et c'est beaucoup de temps qui ont fait un peu de communication sur pourquoi c'est important de protéger l'océan et toutes les choses que les voiliers peuvent voir pendant les courses. Mais de faire de la citizen science, c'est vraiment de contribuer à la collection de données qui seulement les voiliers qui sont là dans ce moment peuvent ramasser et rien d'autre. Um, et ça, c'est une chose exceptionnelle. Et moi, j'espère, moi, je dis toujours qu'au début, quand il avait le recycling, la première fois qu'on a dit, oh, tout le monde va faire le recycling avec tout la plastique et tout ça. Et tout le monde, on dit, ah, ouais, mais ça va pas devenir une habitude parce que c'est trop difficile. Mais à la fin, c'est devenu une habitude. Et la citizen science et tout ça, ça va être comme ça. Et la course au large, aussi la course au large, spécialement en France au moment, ça doit être le leader de tous ces mouvements parce qu'on ne peut pas continuer à faire de la navigation sans donner des choses en retour à l'océan. Et en même temps, et il y a vraiment la possibilité de comprendre mieux l'océan. Et si on fait le focus sur l'Ocean Race Europe, c'est normal que si on pense à l'Ocean Race, c'est tous les bateaux qui vont dans les Southern Ocean et dans les mers du Sud. C'est normal que tu dis il n'y a pas trop de bateaux qui vont là. Et donc, c'est important de ramasser des données comme de la température, de la CO2, du sol d'oxygène là. Mais c'est aussi même important de les ramasser à côté de notre côte parce que c'est à côté de la côte qu'il y a les plus variables. Donc, il y a le fleuve, il y a beaucoup de villes et donc beaucoup de pollution. Et donc, c'est vraiment important de comprendre et qu'est-ce qui est en train de passer dans la mer aussi à côté de notre ville et dans notre Europe.
qui aussi, ou aussi il n'y a pas vraiment beaucoup de données. Et donc, ouais, moi, je pense que ça doit être une chose qui c'est obligatoire. Et j'espère s'il y a des gens qui peuvent prendre ces décisions en écoutant ces podcasts, on peut vraiment prendre la décision de le mettre comme obligatoire. Parce que la course au large, c'est pas seulement en performance, mais au moment, c'est beaucoup de responsabilités. Parce que vous êtes comme le champion de l'océan et il y a la nécessité qui vous pouvez raconter qu'est-ce qu'il y a dessus votre bateau. Autrefois, il n'y aura pas la mer sur laquelle faire de bateau plus. On connaît l'intérêt des données dans les endroits où il y a peu de bateaux qui vont, mais ce que tu dis toi, c'est que même dans les zones côtières où il y a des chercheurs, où il y a plein de bateaux qui passent, même dans les zones côtières proches de l'Europe, c'est important que les bateaux en course récoltent des données. Ouais, exactement, parce qu'il y a beaucoup de variables avec notre ville, avec la blessure anthropogénique, avec le fleuve. Donc, tous les nutriments qui arrivent dans la mer, c'est important de comprendre qu'est-ce que c'est en train de passer. Et tu as dit, ouais, il y a beaucoup de bateaux, mais il n'y a pas beaucoup de bateaux qui ramassent des données. C'est seulement les nôtres pendant la course au large qui ramassaient des données. Donc, c'est seulement à nous et à les scientifiques. Et les scientifiques, il n'y a pas enough scientifiques pour ramasser toutes les données qu'on a besoin pour comprendre l'océan. Donc, c'est à nous. Excellent. Et si on touche un tout petit peu plus à ces données qu'on récolte dans la Méditerranée, est-ce que toi, tu as pu remarquer un tout petit peu le changement qui existe déjà sur la Méditerranée aujourd'hui suite à un peu nos actions, comme tu dis, un peu anthropogéniques là-dessus sur la Méditerranée? Oui, c'est normal qu'au moment, la Méditerranée, c'est un peu comme un petit laboratoire où nous sommes en train de voir tous les changements qu'on va voir aussi dans les autres océans dans l'année qui va venir. Et donc aussi par la pollution, c'est vraiment difficile parce que toute la pollution, donc les microplastiques et tout ça qui rentrent dans la Méditerranée, c'est vraiment difficile qu'il va aller dehors la Méditerranée parce que c'est comme marche la circulation de la Méditerranée. Et on a vu aussi dans 2022 les données qu'on a ramassées avec l'Ocean Race. On a vu qui vraiment tous les samples qui sont été pris avaient de la microplastique dedans. 70% de la microplastique qui l'Ocean Race a trouvé dans la Méditerranée, c'était de la microfibers et donc de les fibres de plastique qui normalement viennent dans notre vêtement, mais aussi dans tous les objets pour faire de la pêche, donc les nylons et tout ça. Et donc, on va voir qu'est-ce qu'on va trouver aussi cette année dans la Méditerranée, parce qu'il avait le team italien, Mattei, qui avait un microplastic sampler en bord. Et donc, on va voir qu'est-ce qu'on va trouver. Mais aussi, si on pense au changement climatique, vous avez vu, je pense, toutes les vidéos de nombreux grains et de tempêtes que les bateaux ont pris dans la Méditerranée, plus que dans l'Atlantique, qui normalement, pour les gens qui ne comprennent pas ça, on dit, c'est fou, c'est pas possible qu'il y a toutes ces tempêtes dans la Méditerranée. Mais ça, c'est l'effet du changement climatique parce qu'on a enregistré de la température qui s'est allée à 28 degrés, la température de l'océan, de la Méditerranée qu'on a pris pendant l'Ocean Race Europe. Et le plus, c'était autour de les îles de Baléares. Et c'est dans les îles de Baléares qu'on a eu aussi le grain plus fort. Et ça, c'est parce que on a le dépression qui vient de l'Atlantique dans cette temps de l'année. Et donc, les vents froids qui viennent de l'Atlantique, ça rencontre avec l'air qui c'est vraiment chaud juste au-dessus de la surface de l'océan, qui c'est vraiment chaude. Et ces changements, cette différence entre les deux températures, ça veut dire qu'il y a vraiment beaucoup d'énergie dans l'atmosphère. Et cette énergie, ça dépend des grains et des tempêtes qui sont vraiment difficiles à prédire, pas seulement pour les voileurs, pour la performance, mais aussi pour la safety.
pour être sûr que tout le monde qui va naviguer peut être safe pendant les navigations. Et aussi, ça, c'est difficile pour les animaux. Les animaux qui on peut se déplacent, mais les animaux qui on peut pas se déplacer, ils vont mourir. Comme les coraux, il y a les coraux moïs, comme les gorgonians de la Méditerranée. Et ils sont notre forêt dessous de la mer, elle va mourir avec cette température-là. Et donc, c'est un problème tout autour, pas seulement pour les habitants de la mer, mais aussi pour les voiliers qui sont aussi des habitants de la mer. Et ouais, donc la Méditerranée, c'est déjà en train de nous montrer tous ces changements. Ariana, une question, je reviens sur la partie, communication et puis pédagogie. Est-ce que tu as le sentiment, parce que ça fait déjà quelques années que tu travailles sur ces sujets-là, est-ce que tu as le sentiment que les choses progressent en termes de communication et de sensibilisation auprès des enfants, des adultes, et est-ce que les choses sont en train de changer ou c'est encore un combat, la connaissance des océans? C'est toujours un combat parce que et sera un combat jusqu'à on va avoir des politiques ambientales qui sont fit pour les problèmes qu'on a au moment. Mais je vois qu'il y a beaucoup d'intentions et il y a plus de gens qui comprennent un peu mieux le sujet. Et par exemple, quand j'ai commencé à travailler 10 ans avant, personne connaît la citizen science. Il n'y avait pas beaucoup de voiliers qui faisaient ça. Et au moment, nous sommes en train de faire un podcast avec IMOCA qui dit mais tu penses que ça doit être obligatoire? Et moi, je dis ouais. Et ça, c'est un changement. Si vraiment on commence à rendre de ces choses obligatoires, moi, je suis vraiment contente et j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'on peut faire dans les prochaines 10 ans sur ça. Et est-ce que tu penses que ça serait possible d'étendre la collecte de données et la citizen science du côté des gens qui travaillent sur la mer, les pêcheurs, la marine marchande? Est-ce que ça serait possible de le faire? Aujourd'hui, les marins et les coureurs au large sont de plus en plus sensibilisés. Mais est-ce que tu crois que ça serait possible de l'étendre encore plus largement? Ouais, clairement, il a déjà beaucoup de ferries et donc de navires plus grands qui ont le ferry box dessous, qui c'est comme une version un peu Mmh. plus grande de notre Ocean Race Science Equipment, de l'Ocean Box qui vous avez parlé déjà. Donc notre instrument pour les mesures océanographiques pendant la course. Mais il a aussi beaucoup de pêcheurs qui fait les mêmes. Il a beaucoup de projets de fishing for data. Donc, le pêcheur, on peut attacher des capteurs à le net, donc tous les objets qu'il utilise pour Au faire filet, de ouais. la Mmh. pêche, ouais. Pour aussi prendre des données dans un profil bathymétrique, donc dessous de la mer et pas seulement en surface, parce que nous, on a le problème on peut seulement prendre des données dans la surface. Autrefois, on va ralentir le bateau et on veut pas faire ça. Et donc, il a vraiment beaucoup des opportunités sur ça. Et moi, j'encourage tous les gens qui font du sport et des activités dans la mer, ou tous les gens qui ont la possibilité d'influencer des gens qui font de sport et d'activités dans la mer, de s'informer à tous les moyens qu'il y en a pour ramasser des données entre vous êtes en train de faire cette activité. Parce qu'on a besoin de tous les mots. Autrefois, seulement les courses de voile va prendre beaucoup de données parce qu'il va vite, mais pas enough pour vraiment comprendre l'océan. Tu vois pas l'image, mais je vois Imogen qui fait oui, oui de la tête depuis le Oui, oui. début de la conversation. Et en fait, ça rejoint un peu ma dernière question, mais à ton sens, qu'est-ce qu'on peut faire mieux, bon, les mock-ups pour vraiment aider un peu les experts, les scientifiques, pour répondre à ces questions et trouver des solutions pour protéger notre océan? À ton avis, après, potentiellement, si tu Ouais. as pas de pas de solution là-dessus, mais ouais, si tu as quelques idées, Mais sûrement de rendre la citizen science obligatoire en bord des navires et donc de dire si tu veux participer à des courses d'IMOCA, tu dois avoir un projet de citizen science. Ça doit pas être seulement de ramasser des données avec un gros device, mais aussi ça marche aussi de faire seulement de faire de l'observation de marine mammals ou des déchets marins
ou aussi des autres animaux, de l'oiseau dans la mer. Donc, de faire des observations de tout ce que on peut voir dans la mer. Ça, c'est de la citizen science les mêmes. Et même encore de ramasser des données, de mettre de buoys. Il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut faire. Et aussi donc, vous avez la possibilité d'avoir une plateforme énorme, incroyable, de gens qui vous voient parce que les bateaux sont cool, et les voiliers sont cool, et toutes les choses, les courses sont cool. Mais si vous prenez toute l'attention et vous dites, OK, même, maintenant j'ai votre attention et je peux faire le focus sur les choses qui sont le plus important, qui c'est de conserver et préserver l'environnement de l'océan. Ça, c'est la chose la plus importante parce que sans l'océan, et je répète, il n'y a pas de la voile. Et donc, ça doit être la première chose qu'on travaille dessus de la communication. On ne peut pas seulement parler des endroits sportifs trop cool, des aventures. C'est pas seulement ça. Aussi les autres aventures qu'on avait dans les passés. Et donc, c'était aussi pour découvrir quelque chose de nouveau. Et avec la citizen science, on peut découvrir des choses de nouveau, mais on a seulement encore des instruments pour les faire plus. Et donc, c'est à continuer la tradition de la voile, mais un peu plus. Donc, l'IMOCA, c'est un peu plus de bateaux, et nous, on peut faire un peu plus de la science et de l'exploration. Est-ce que tu penses que ça peut se faire sur n'importe quelle course? Je pense à la Mini Transat qui part, où il y a plus de 80 bateaux qui partent le week-end prochain, mais c'est des tout petits bateaux. Oui. Donc ils vont pas emmener des Ocean Box, mais ils peuvent faire des choses. Est-ce que tu penses que toutes les courses pourraient faire de la science citoyenne? Ah ouais, et merci pour sa question aussi, parce que moi, j'ai commencé à faire de la citizen science sur des navires avec la Mini Transat. Mon partenaire Francesco Farci a fait la Mini Transat dans 2023. Et moi, j'ai utilisé son petit bateau qui est un bateau de série qui s'appelait Gintonic, donc un bateau qui est de la série Ginto. Et pour mettre des devices pour ramasser un peu des données, clairement, c'est un peu plus difficile que le faire sur un IMOCA ou sur un classe 40 parce que tu peux pas porter beaucoup de poids, tu peux pas utiliser beaucoup d'énergie parce que les mini sont vraiment petites, mais on a réussi les 3 capteurs qu'on avait sur le bateau, seulement un est arrivé à Guadeloupe. Donc, on a un capteur qui se marchait bien. Les stress tests, c'était vraiment dur. Aussi même pour le voilier qui pour les devices. Mais on a ramassé des données pendant la Mini Transat et il a beaucoup des projets et de devices qu'on peut utiliser aussi sur des bateaux comme le Mini. Donc, bien sûr, et moi, j'ai hâte de informer des autres voiliers qui veut utiliser ces instruments, ces projets-là pour vraiment aider la mer, même pendant une course étrange aussi et disconnectée comme la Mini Transat. Pas d'excuse de taille donc. Ouais. Imogen, est-ce que tu as une dernière question? J'ai pas forcément une dernière question, mais je trouve que de suite discussion-là, on commence à avoir pas mal de bonnes connaissances là de qu'est-ce qui se passe actuellement et quelques pistes pour la suite là-dessus, surtout en IMOCA et une course à Tours. Ouais. Voilà, Donc, un grand merci à Ariana, en tout cas. Mais merci à vous. des pistes de réflexion à la fois pour les organisateurs de courses et pour les C'est ça. classes, quelles qu'elles soient. Exact. Voilà. Super. Eh ben, merci beaucoup. Merci à toutes les deux. Merci Ariana, depuis ton mouillage en Sardaigne, tu nous fais rêver là. Il y a un grain qui arrive et on va se faire saucer d'ici assez peu de temps, je pense. Ah oui, je crois, oui. Et merci pour ton enthousiasme, était français et qui était parfait. Merci beaucoup. Absolument, ouais. Merci beaucoup à vous et ouais, bon vent toujours. Ça marche. Merci. Salut. Au revoir. Ciao.